Un millionnaire veuf a demandé à son fils de choisir sa nouvelle épouse parmi les mannequins. Mais il a été choqué quand le garçon a désigné la femme de ménage. François Duret, âgé de 39 ans, était l'incarnation du succès parisien. À la tête de l'une des plus grandes chaînes hôtelières de France, il menait une vie d'opulence que beaucoup n'osaient même pas rêver. Son nom était synonyme d'élégance, de puissance et de raffinement. Il avait hérité d'un empire construit par 3 générations avant lui, mais c'était sous sa direction que le groupe Duret Hotels avait connu son expansion la plus spectaculaire. Des suites panoramiques sur la côte d'Azur au palace discret dans les Alpes suisses, son empreinte s'étendait bien au-delà des frontières françaises. Installé dans un manoir imposant aux abords de Paris, sur une propriété bordée de chênes centenaires, François vivait seul avec son fils unique, Léo, un garçon de 8 ans vif et rêveur. L'intérieur de la demeure reflétait un goût irréprochable. Parquet en chêne ancien, œuvres d'art accrochées au mur, mobilier choisi avec soin. Rien n'était laissé au hasard. Chaque détail, chaque objet semblait avoir été placé là pour raconter une histoire de raffinement et de réussite. Pourtant, derrière cette façade parfaite, un vide persistait. Depuis la mort brutale de sa femme, Élise, emportée par une maladie foudroyante 3 ans auparavant, François n'était plus le même homme. Il avait connu avec elle une histoire d'amour sincère, profonde, presque improbable pour quelqu'un de son statut. Élise était médecin humanitaire, passionnée par son travail, désintéressée par la richesse et la notoriété. Leur rencontre avait été le fruit du hasard, un de ces instants suspendus qui changent une vie entière. Sa disparition avait laissé un trou béant dans l'âme de François, une faille que ni le luxe ni le pouvoir n'avaient réussi à combler. Depuis, il s'était consacré entièrement à son travail et à Léo. Il évitait les mondanités, fuyait les photographes et ne s'affichait plus avec personne. Pourtant, le monde autour de lui ne cessait de lui rappeler qu'un homme comme lui ne pouvait rester seul. La presse People spéculait régulièrement sur ces supposées liaisons. Les grandes familles de l'aristocratie financière tentaient discrètement de le rapprocher de leur fille. Même sa propre famille insistait. Un homme de sa stature devait avoir une compagne à ses côtés. Face à cette pression croissante, François se sentit piégé. Ce n'était pas qu'il refusait l'idée d'aimer à nouveau. C'était plutôt qu'il ne croyait pas possible de retrouver une connexion aussi authentique que celle qu'il avait vécue avec Élise. Les femmes qui l'approchaient semblaient fascinées par sa richesse, sa réputation, son influence. Très peu s'intéressaient véritablement à l'homme derrière le nom, et cette superficialité l'écœurait profondément. Un soir, après avoir mis Léo au lit, il s'installa seul dans le grand salon, face à la cheminée. Le feu crépitait doucement. Il tenait dans sa main un verre de cognac, mais ne buvait presque jamais. Il pensait à Léo, à l'avenir qu'il voulait lui offrir, à l'équilibre qu'un enfant avait besoin de voir autour de lui. Léo n'avait que des souvenirs flous de sa mère, mais il parlait souvent d'elle avec une tendresse désarmante. Il posait parfois des questions auxquelles François n'avait pas de réponse. Il demandait pourquoi certains enfants avaient une maman qui les attendait à la sortie de l'école, et lui non. Ces questions faisaient naître chez François une culpabilité qu'il portait en silence. Alors cette nuit-là, pour la première fois, l'idée d'ouvrir une porte au futur commença à germer en lui. Il ne s'agissait pas de chercher l'amour. Il n'en avait pas l'ambition, ni même l'espoir. Mais peut-être qu'en trouvant une compagne convenable, il pourrait redonner à Léo une image plus complète de la famille, de l'unité, de la stabilité. Le choix serait rationnel, presque administratif. Il ne voulait pas de sentiments déstabilisants, seulement d'une femme présentable, bien éduquée, capable d'évoluer dans les cercles qu'il fréquentait, et surtout capable d'être douce et affectueuse avec son fils. C'est dans cet esprit qu'il conçut une idée audacieuse. Organiser une sorte de sélection, mais discrète. Pas une émission de télé-réalité, ni un bal masqué. Un simple dîner, très privé, dans sa maison, avec un petit nombre de femmes soigneusement choisies. Il chargerait une agence spécialisée, habituée à travailler avec des clients de très haut niveau, de lui présenter un échantillon restreint de candidates. Des femmes belles, intelligentes, cultivées, mais surtout conscientes des enjeux de vivre aux côtés d'un homme comme lui. L'idée, en apparence pragmatique, lui sembla sur le moment presque brillante. Cela éviterait les relations aléatoires, les désillusions, les attentes trop romantiques. Il voulait quelque chose de clair, de net, presque contractuel.
Il nota quelques critères sur un carnet posé sur le bureau. Élégante, discrète, pas ambitieuse, douce avec les enfants, indépendante. Puis il contacta l'agence dès le lendemain. En quelques jours, 6 profils lui furent proposés, tous soigneusement sélectionnés. Anciennes mannequins, entrepreneuses, femmes de diplomates. Toutes avaient en commun la beauté frappante, la prestance naturelle et un parcours sans scandale. Le dîner fut fixé pour le samedi suivant. La logistique fut confiée à son majordome et à Jeanne, la gouvernante de la maison. Jeanne, toujours efficace, ne posa aucune question. Elle supervisa le service, la décoration de la table, l'éclairage tamisé du salon. Elle avait travaillé pour la famille depuis près de 3 ans, et sa présence était devenue une habitude rassurante. Elle ne se mêlait jamais des affaires de ses employeurs, mais son regard observateur et son calme constant étaient devenus essentiels à la maisonnée. François n'y prêta pas attention. Ce soir-là, elle n'était pour lui qu'un élément du décor, une main invisible assurant que tout se passerait comme prévu. Il ne savait pas encore que tout, ce soir-là, allait échapper à son contrôle. Le samedi soir arriva plus vite que prévu. Dès l'après-midi, l'ambiance au sein du manoir changea subtilement. Les couloirs, d'habitude silencieux, résonnèrent du va-et-vient des préparatifs. Les employés étaient plus nerveux qu'à l'ordinaire. Le personnel de cuisine peaufinait les plats d'un menu élaboré à l'avance, conçu pour impressionner sans trop en faire. La lumière avait été ajustée dans la salle à manger principale afin de flatter les traits de chacun, comme dans les soirées mondaines de la haute société parisienne. Les compositions florales, disposées avec précision sur la longue table, apportaient une touche de fraîcheur artificielle, presque décorative, comme le serait un sourire appris devant un miroir. François, vêtu d'un costume sobre mais parfaitement taillé, donnait ses dernières instructions avec une précision froide. Il semblait calme, mais à l'intérieur, une certaine tension couvait. Il n'avait jamais organisé un tel dîner, encore moins avec cette intention sous-jacente d'évaluer des femmes, comme s'il s'agissait d'un marché raffiné. Il se répétait que cela avait du sens, qu'il agissait par souci d'équilibre pour son fils, et non par caprice personnel. C'était une démarche pratique, voilà tout. Les invités arrivèrent les unes après les autres, toutes dans des voitures discrètes mais luxueuses. Elles avaient reçu des consignes strictes. Pas d'accompagnateur, pas de téléphone visible, pas de photos, pas de questions personnelles directes à François. Il voulait que la soirée se déroule comme un ballet élégant, avec chaque geste mesuré, chaque mot choisi. Elles étaient 6, et toutes semblaient sorties d'un magazine de mode. Robes longues, talons discrets, coiffures sophistiquées. Leur voix était douce, leur rire parfaitement dosé. Elles se connaissaient parfois de vue, parfois de réputation, et chacune comprenait parfaitement la nature implicite de ce dîner. Il ne s'agissait pas seulement de faire bonne impression, mais de séduire l'idée d'un rôle à jouer. Devenir la nouvelle épouse de François Duret n'était pas une conquête romantique, mais un enjeu social, un avenir potentiel façonné par le confort, la stabilité et le prestige. Léo, assis à la droite de son père, portait une petite chemise bleue repassée à la perfection. Il regardait tout avec des yeux grands ouverts, mélange de curiosité et de malaise. Il n'avait que 8 ans, mais son intelligence précoce lui permettait de capter les dynamiques invisibles. Il voyait bien que son père essayait de faire bonne figure, qu'il souriait plus qu'à l'ordinaire, qu'il posait des questions polies auxquelles il n'écoutait pas vraiment les réponses. Qu'il ressentait aussi l'attention déplacée des invités, certaines tentant de le faire rire, d'autres lui adressant des compliments qui sonnaient faux. Léo restait silencieux, jouant avec le bord de sa serviette, regardant parfois vers la porte, comme s'il attendait que quelqu'un d'autre arrive. Dans un coin de la salle, presque invisible dans l'ombre, Jeanne se déplaçait avec la fluidité d'une habitude bien ancrée. Elle apportait les plats, remplaçait les verres, observait sans juger. Contrairement aux invités, elle ne souriait que lorsqu'il y avait une vraie raison de le faire. Elle connaissait Léo mieux que quiconque dans cette pièce. Elle savait qu'il n'aimait pas les légumes servis ce soir-là, qu'il préférait l'eau tempérée plutôt que froide, et qu'il trouvait ennuyeux les adultes qui faisaient semblant de s'intéresser à lui. Jeanne n'était pas belle au sens classique que la soirée exigeait, mais il y avait chez elle une sérénité, une chaleur humaine discrète, qui détonnait avec l'atmosphère soigneusement fabriquée de la table. Les conversations tournaient autour de sujets légers, voyages, gastronomie, expositions récentes. François intervenait peu, laissant les femmes parler entre elles, parfois entretenant l'échange d'un mot ici, d'un sourire là.
Il les regardait sans vraiment les voir. Tout lui semblait prévisible, lisse, sans aspérité. C'était précisément ce qu'il avait voulu et pourtant, maintenant qu'il y était plongé, une étrange lassitude l'envahissait. À un moment, l'une des invitées, une ancienne mannequin devenue investisseuse dans la mode durable, s'adressa directement à Léo. « Et toi, Léo, tu trouves laquelle d'entre nous la plus jolie ce soir ?» Une question posée avec un sourire charmant, mais qui fit sursauter François intérieurement. Il n'avait pas prévu qu'on implique son fils de cette façon. Il allait intervenir, détourner l'attention, mais Léo répondit d'un ton calme, presque désintéressé. « Jeanne. » Un silence immédiat s'abattit sur la pièce. Les couverts cessèrent de bouger. Les femmes échangèrent des regards, mi-surprises, mi-piqués. François tourna lentement la tête vers son fils, puis vers Jeanne, qui était à ce moment-là en train de verser du vin dans un verre. Elle s'immobilisa un instant, surprise, puis reprit son geste, évitant soigneusement tous les regards. « Jeanne est plus jolie, » répéta Léo, cette fois avec un ton plus assuré. François tenta un sourire, un peu crispé, lançant un regard d'excuse aux invités. Une d'elles laissa échapper un petit rire forcé. Une autre fronça légèrement les sourcils. Jeanne, elle, baissa les yeux, les joues légèrement rouges, et quitta la pièce sans un mot. Le reste du dîner perdit tout son éclat. Les conversations reprirent, mais sans fluidité. Léo, lui, gardait les bras croisés, le regard fixé sur son assiette. Il avait dit la vérité, sans calcul. Pour lui, Jeanne était la plus jolie, non pas à cause de sa robe ou de sa coiffure, mais parce qu'elle lui faisait sentir qu'il comptait, parce qu'elle le regardait vraiment, parce qu'elle se souvenait de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas, et qu'elle le respectait comme une personne entière, et pas comme un accessoire charmant autour d'une table. François, quant à lui, ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de Jeanne fuyant les regards. Il se rendit compte qu'il ne s'était jamais vraiment arrêté sur elle. Elle faisait partie du quotidien, silencieuse et indispensable, comme les murs de cette maison. Et pourtant, en cet instant précis, il sentit quelque chose se fissurer. Un doute, une faille, un mouvement imperceptible dans l'édifice si solide de ses certitudes. Le dîner touchait à sa fin. Les assiettes avaient été débarrassées. Les coupes à champagne à moitié pleines trônaient encore sur la table, témoins d'un luxe devenu banal dans cette maison où tout était soigneusement millimétré. Les conversations s'étaient réduites à de petits éclats de voix entre deux invités. Les regards se dispersaient et même les sourires des prétendantes commençaient à se figer sous l'effet de la fatigue et de la déception. Car malgré les efforts, François ne s'était montré enthousiaste envers aucune d'elles. Il avait été poli, certes, mais jamais engagé. Aucun geste n'avait trahi un intérêt véritable. Et ce manque d'attention, malgré leur élégance et leur expérience en séduction mondaine, n'était pas passé inaperçu. Léo, lui, gardait les bras croisés depuis sa déclaration spontanée. Il s'amusait à déplacer un petit objet en argent posé devant lui sur la table, le faisant glisser de gauche à droite sans un mot. François le regarda, songeur. Il y avait quelque chose dans l'attitude de son fils qui le troublait. Ce n'était pas de la provocation ni de la timidité, mais un détachement lucide qui contrastait avec l'ambiance compassée du reste de la soirée. Le petit garçon ne semblait pas avoir conscience de l'effet de ses mots, ou peut-être qu'il le savait très bien, mais ne s'en souciait pas. Dans tous les cas, son comportement ne passait pas inaperçu. Alors que la tension dans la pièce semblait vouloir se dissiper peu à peu, François, dans une tentative maladroite de détendre l'atmosphère, se pencha légèrement vers son fils et lui souffla sur un ton qu'il voulut léger. « Et toi, Léo, si tu devais choisir, qui verrais-tu comme la future épouse de ton père ?» Il ne s'attendait pas à une vraie réponse. Il imaginait une remarque naïve, un rire d'enfant, quelque chose qui rendrait la scène un peu plus humaine, un peu plus naturelle. Mais le silence qui suivit fut presque brutal. Toutes les têtes se tournèrent immédiatement vers Léo, comme si la soirée avait retenu son souffle. Léo leva les yeux, observa son père un instant, puis balaya du regard les femmes autour de la table, une à une. Il ne sourit pas. Il n'hésita pas non plus. Il pointa simplement du doigt la silhouette de Jeanne, qui revenait dans la pièce avec un plateau sur lequel reposaient quelques tasses de café et de petits desserts. Elle s'approchait à pas feutrés, concentrée sur sa tâche. « Jeanne, dit-il avec une simplicité désarmante, je choisirai Jeanne. » Le silence s'épaissit. Les 6 femmes échangèrent des regards lourds de gêne, d'incrédulité, voire d'agacement contenu.
L'une d'elles se redressa, visiblement déconcertée, comme si cette réponse était une sorte d'humiliation publique. Une autre tenta un sourire pincé, mais personne ne releva. Jeanne, elle, s'était figée. Le plateau trembla légèrement entre ses mains. Elle regarda François puis Léo sans savoir que faire. Elle n'avait pas prévu d'être au centre de la scène. Sa place était dans l'ombre, à servir sans qu'on la remarque. Elle posa le plateau lentement, sans un mot, le regard fuyant. « Jeanne est plus jolie », répéta Léo cette fois un peu plus fort. François se redressa dans son fauteuil, le front légèrement plissé. Il lança un regard rapide à son fils, puis à Jeanne, puis aux invités. Il tenta de rattraper la situation avec un rire discret, un peu forcé. « Ah, ce petit a toujours eu des goûts bien à lui », dit-il, comme s'il cherchait à minimiser l'impact de la réponse. Mais rien n'y faisait. Les mots de Léo avaient percé la bulle artificielle du dîner. Ils avaient fissuré la façade lisse que François s'était évertué à maintenir depuis le début de la soirée. Les femmes, malgré leur savoir-faire social, ne purent cacher leur malaise. Certaines détournèrent le regard, d'autres feignirent de s'intéresser à leur café. Le charme de l'instant s'était évaporé. François, quant à lui, sentait une gêne qu'il n'arrivait pas à définir. Ce n'était pas la honte, ni même l'embarras. C'était plutôt un trouble inattendu. Il n'avait jamais vraiment vu Jeanne avant ce moment. Elle faisait partie du décor quotidien, toujours présente, toujours efficace, mais jamais envisagée autrement que comme une employée fidèle. Or, en cet instant précis, avec la lumière douce de la pièce effleurant ses traits calmes, il fut frappé par quelque chose d'indescriptible. Pas sa beauté, pas sa tenue simple, mais l'effet de ses gestes, l'élégance non travaillée de sa posture, la douceur silencieuse avec laquelle elle faisait son travail. Léo, lui, ne disait plus rien. Il avait dit ce qu'il pensait. Il ne cherchait ni à provoquer, ni à flatter. Pour lui, Jeanne représentait ce que les autres femmes n'avaient pas ce soir-là. Une présence sincère. Elle ne lui parlait pas comme à un enfant à impressionner. Elle ne cherchait pas à le faire rire ou à gagner son affection. Elle était simplement là, chaque jour, attentive à ce qu'il ressentait, à ce dont il avait besoin, et cela suffisait à ses yeux pour faire d'elle la personne idéale. Jeanne, après avoir fini de servir, s'excusa discrètement et sortit de la pièce. Sa démarche était plus raide qu'à l'accoutumée, ses gestes moins assurés. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer, et encore moins pourquoi cela la touchait autant. Elle savait pertinemment que ce monde n'était pas le sien. Les femmes autour de la table portèrent des robes hors de prix, parlaient plusieurs langues, voyageaient dans des cercles où elle n'avait jamais mis les pieds. Elle avait choisi la discrétion, la stabilité d'un travail honnête, après des années de tumulte. Et pourtant, la voix d'un enfant avait suffi pour tout bousculer. François resta pensif un long moment. Même après que les invités eurent quitté la maison, même après que la salle eût été rangée et que Léo fut endormi, les mots de son fils tournaient dans son esprit. « Jeanne est plus jolie ». Ce n'était pas seulement une observation esthétique, c'était une déclaration, une révélation inattendue, et il ne pouvait plus ignorer ce qu'il venait d'entendre. Le manoir, d'habitude si silencieux après le départ des invités, semblait ce soir-là imprégné d'un étrange écho. Ce n'était pas le bruit des conversations passées, ni le froissement discret des robes de soie glissant sur le sol, mais plutôt une tension suspendue, invisible, née d'une phrase prononcée sans détour. Léo dormait profondément dans sa chambre à l'étage, un livre ouvert sur sa poitrine, comme si de rien n'était. Mais ailleurs dans la maison, les conséquences de ces mots résonnaient encore. Dans la cuisine, Jeanne terminait de ranger la vaisselle avec des gestes automatiques. Elle ne tremblait pas, elle ne pleurait pas. Mais son visage trahissait un trouble qu'elle peinait à dissimuler. Elle connaissait les règles implicites de cette maison. Elle savait se fondre dans les murs, devenir presque invisible quand il le fallait. Mais ce soir-là, malgré elle, elle était devenue le centre de toutes les attentions. Loin d'en être flattée, elle se sentait exposée, vulnérable, presque fautive. Dans le salon, François restait seul, le dos appuyé contre le dossier de son fauteuil, les mains croisées sur ses genoux. Il avait demandé que personne ne vienne le déranger. Les invités étaient partis depuis plus d'une heure. Ils avaient quitté la maison dans un mélange de politesse et de déception, cachant difficilement leur frustration. Aucune ne s'était plainte ouvertement, mais les regards, les silences prolongés, les sourires forcés avaient tout dit. Ce dîner, qui devait être l'occasion pour François de faire un choix réfléchi,
s'était transformé en un malaise généralisé dont il ne contrôlait plus rien. La voix de Léo tournait encore dans sa tête. Ce n'était pas seulement la spontanéité de la réponse qui le troublait, mais la clarté avec laquelle l'enfant avait exprimé ce qu'il ressentait. Il n'avait pas hésité, il n'avait pas joué avec les attentes. Il avait simplement dit ce qu'il voyait, ce qu'il sentait, ce qu'il savait être vrai pour lui. Et ce verdict innocent avait provoqué une onde de choc qu'aucun adulte autour de la table n'avait su gérer. François repensait à l'expression de Jeanne lorsqu'elle avait posé le plateau. Elle n'avait rien dit, mais son regard fuyant, la tension dans sa mâchoire, la raideur dans ses mouvements avaient dit bien plus. Elle avait été blessée, ou au moins profondément déstabilisée. Et cela l'affectait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Pourquoi? Il n'avait jamais songé à elle comme à une femme qu'on regarde, qu'on remarque. Elle faisait partie de l'ordre fonctionnel de la maison. Toujours à l'heure, jamais un mot de trop. Un professionnalisme irréprochable. Pourtant, il se surprenait à revoir ses gestes dans sa mémoire, la façon dont elle servait un thé, la manière dont elle parlait à Léo, douce sans être infantilisante, attentive sans être intrusive. Il monta à l'étage, poussa doucement la porte de la chambre de son fils. La lumière tamisée baignait la pièce dans une ambiance paisible. Léo dormait profondément, ses traits détendus, le souffle régulier. François s'approcha, lui caressa les cheveux avec tendresse. Il ne comprenait pas encore comment une simple remarque avait pu ouvrir une brèche dans ses certitudes. Mais il sentait qu'il ne pouvait plus regarder Jeanne comme avant. Le lendemain matin, la maison reprit son rythme habituel. Le personnel arriva tôt, comme toujours. Les couloirs furent balayés, les vitres nettoyées, les repas préparés. Jeanne, fidèle à son habitude, prit en charge l'organisation de la journée de Léo. Petit déjeuner, préparation de son sac pour l'école, vérification de ses devoirs. Elle agissait comme si rien ne s'était passé, mais François, en l'observant de loin, savait que quelque chose avait changé. Il descendit tard, prétextant une réunion annulée, et trouva Jeanne dans la cuisine. Elle rangeait quelques affaires, concentrée, silencieuse. Il hésita un instant, puis entra. « Jeanne », dit-il calmement. Elle se retourna droite, les mains croisées devant elle, un air professionnel déjà vissé au visage. « Oui, monsieur Duret. » Il n'aimait pas cette distance. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant, mais elle le frappa avec d'autant plus de force maintenant qu'il la cherchait du regard non comme un employé mais comme une personne. Il ne savait pas comment aborder ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas la mettre mal à l'aise, encore moins lui donner l'impression qu'il s'imaginait quelque chose qui n'existait pas. « Je voulais simplement vous remercier pour hier soir. Vous avez géré tout cela avec beaucoup de calme et d'efficacité. » Elle hocha légèrement la tête sans sourire. « Merci, monsieur. Et je suis désolé si mon fils vous a mise dans une position inconfortable. Il ne voulait sûrement pas. Il n'a rien fait de mal, » répondit-elle immédiatement. Il a simplement dit ce qu'il pensait. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva avec une détermination nouvelle. François remarqua à quel point son regard était franc, direct, sans défi, mais sans soumission non plus. Elle n'était pas déstabilisée. Elle était simplement sur ses gardes. « Je sais très bien quelle est ma place ici, » ajouta-t-elle, « et je n'ai aucune intention de la remettre en question. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Elle avait voulu le rassurer ou peut-être poser une limite claire, mais pour François, elle eut l'effet inverse. Elle traçait une ligne qu'il ne savait pas s'il avait envie de respecter. Il sentit un léger pincement au cœur, comme si on lui fermait une porte, avant même qu'il ait compris qu'il voulait l'ouvrir. « Vous êtes importante pour Léo, » dit-il enfin. Elle acquiesça, plus doucement cette fois. « Et Léo est important pour moi. » Elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant François seul, les mains dans les poches, plus troublé que jamais. Il comprenait désormais que le simple fait de poser les yeux autrement sur une personne pouvait bouleverser tout un équilibre. Il avait cherché une épouse dans des vitrines de perfection, et sans s'en rendre compte, il se mettait à penser à une femme qu'il croyait connaître, mais qu'il n'avait jamais vraiment regardée. Les jours qui suivirent le dîner furent d'un calme apparent, mais profondément agités pour François. Il maintenait sa routine de travail, ses rendez-vous avec les actionnaires, les réunions avec les architectes de ses nouveaux projets hôteliers, les appels constants avec ses collaborateurs, mais son esprit restait constamment distrait. Il parlait sans écouter, signait sans lire, approuvait sans réfléchir. Quelque chose l'occupait bien plus que tout le reste. Un détail infime pour n'importe qui, mais une fissure immense dans son univers si bien contrôlé. Jeanne.
Non pas Jeanne la gouvernante, Jeanne l'organisatrice rigoureuse des journées, la présence rassurante pour Léo, mais Jeanne la femme, celle que son fils avait désignée comme la plus jolie, comme la seule véritablement importante dans une salle pleine de prétendantes brillantes. François ne comprenait pas ce qui l'avait tant bouleversé dans cette scène. Il n'était pas homme à se laisser influencer par des impulsions, encore moins par des remarques enfantines, aussi touchantes soient-elles. Pourtant, depuis que Léo avait prononcé ce nom, il ne pouvait plus regarder Jeanne comme avant. Il la suivait du regard lorsqu'elle entrait dans une pièce. Il tendait l'oreille à ses pas feutrés dans le couloir. Il cherchait inconsciemment le son de sa voix lorsqu'elle parlait à Léo. Et parfois, il se surprenait à attendre un sourire de sa part. Un de ces sourires discrets qu'elle réservait rarement, mais qui éclairaient tout autour d'elle lorsqu'ils apparaissaient. Cette obsession naissante le mettait mal à l'aise. Il ne voulait pas troubler l'équilibre qu'il avait construit pour lui et son fils. Il ne voulait pas projeter ses manques sur une femme qui n'avait rien demandé. Il craignait aussi d'interpréter à tort une simple affection, une loyauté professionnelle, comme quelque chose de plus intime. Pourtant, chaque jour, il voyait de nouveaux détails. La façon dont elle pliait les vêtements de Léo, parfaitement, mais avec une douceur qu'aucune employée n'aurait simulée. Le soin avec lequel elle arrangeait les livres dans la bibliothèque, s'arrêtant parfois pour lire quelques lignes, comme si elle cherchait à se reconnecter à quelque chose. Ou encore, la façon dont elle se tenait à distance lors des repas, sans jamais être intrusive, mais toujours attentive. Pris dans cette spirale de pensée, François prit une décision qui, pour lui, ne relevait pas de la curiosité mal placée, mais d'un besoin de comprendre. Il appela discrètement son majordome, un homme de confiance présent depuis l'époque de ses parents, et lui fit une demande inhabituelle, en savoir plus sur Jeanne. Rien d'illégal, rien d'invasif, juste des informations générales, sur son parcours, ses anciens emplois, sa formation. Le majordome, un peu surpris par la requête, n'émit aucune objection. En moins de 24 heures, il revint avec un petit dossier. François le lut dans son bureau, un soir, après avoir mis Léo au lit. Ce qu'il découvrit ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Jeanne, de son vrai nom Jeanne Lefebvre, était originaire d'une petite ville du nord de la France. Elle avait été institutrice pendant plusieurs années dans une école primaire publique. Elle était reconnue pour sa pédagogie douce, son implication dans les projets éducatifs et sa capacité à gérer des classes difficiles sans jamais hausser la voix. Elle avait reçu plusieurs lettres de recommandation élogieuses de la part de ses anciens directeurs. Puis, quelques années plus tôt, un divorce difficile avait tout changé. Elle avait quitté son poste, quitté sa ville, quitté son ancien nom d'épouse. L'histoire racontée dans ces quelques pages administratives était celle d'une femme qui avait choisi la stabilité au détriment de ses ambitions, qui avait préféré la sécurité discrète d'un emploi de service à l'instabilité d'une existence affective chaotique. Elle n'avait pas de dette, pas de casier judiciaire, aucun antécédent problématique. Elle avait simplement traversé une tempête personnelle, seule, sans bruit, et avait reconstruit sa vie dans l'ombre. Cette découverte ébranla profondément François. Non seulement il n'avait jamais imaginé qu'elle avait été enseignante, mais il ne s'était jamais demandé pourquoi une femme aussi compétente, aussi équilibrée, avait accepté un poste de gouvernante dans une maison bourgeoise. Maintenant, tout s'éclairait. Il comprenait cette sagesse dans ses gestes, cette patience avec Léo, cette réserve constante. Elle n'était pas soumise, ni résignée. Elle était simplement quelqu'un qui avait appris à ne plus attendre des autres ce qu'elle pouvait construire seule. Il ferma le dossier et resta longtemps assis, les mains croisées sur son bureau. Il ne savait pas quoi faire de cette vérité. Il ne voulait pas qu'elle le sache, qu'elle pense qu'il avait fouillé dans sa vie. Il ne voulait pas non plus l'idéaliser. Mais il ne pouvait plus ignorer qu'il ressentait désormais pour elle une forme d'admiration sincère. Elle n'était pas dans sa vie pour le séduire, ni pour profiter de sa fortune. Elle y était parce qu'elle avait choisi un endroit stable, loin du tumulte pour se reconstruire. Et sans qu'il ne s'en rende compte, elle était devenue le pilier silencieux de son quotidien. Le lendemain matin, François descendit plus tôt que d'habitude. Il trouva Jeanne dans le jardin, accroupie près du parterre d'herbes aromatiques. Léo n'était pas encore réveillé. Elle arrosait avec précaution quelques plants de thym et de basilic qu'elle avait replantés au printemps. Il l'observa un moment sans qu'elle le voie, frappé par la simplicité de la scène. Une femme cultivant des herbes dans un jardin d'une demeure millionnaire, comme si rien d'autre ne comptait.
Il s'approcha lentement. Elle leva les yeux, surprise mais pas déstabilisée. « Vous êtes matinale, dit-elle en se relevant. « Je n'ai pas beaucoup dormi, répondit-il sincère. Elle le regarda un instant, puis se remit à ranger ses outils. « Je voulais vous poser une question, reprit-il après un silence. « Je vous écoute. » Il hésita. Il aurait pu lui dire qu'il avait appris qu'elle avait été institutrice, mais il s'arrêta. Ce n'était pas le moment ni la manière. « Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?» demanda-t-il finalement. Elle resta silencieuse un instant, puis répondit, sans détour, « Parce qu'ici, je suis tranquille. Je peux faire les choses bien sans avoir à me justifier. Je n'ai pas besoin d'être applaudi ni admiré. Juste respecté. » Il hocha lentement la tête. Elle ne le regardait pas pour séduire. Elle ne cherchait rien. Et pourtant, à cet instant précis, il sentit qu'il voyait en elle une forme de dignité qu'il n'avait rencontrée chez aucune des femmes autour de sa table quelques jours plus tôt. Jeanne n'était pas dans sa vie par hasard. Et ce qu'elle représentait, il commençait seulement à le comprendre. Ce jour-là, le ciel au-dessus du manoir était d'un gris uniforme, sans pluie ni lumière. Une journée ordinaire, silencieuse, presque banale, comme tant d'autres. Pourtant, pour François, quelque chose s'était déplacé à l'intérieur. Il ne s'agissait pas d'un sentiment soudain ou d'une révélation spectaculaire, c'était plus subtil. Un poids qu'il portait depuis des années semblait légèrement déplacé, comme si l'équilibre fragile de sa vie avait été discrètement altéré. Il avait passé la matinée à observer Jeanne à distance, sans que cela ne paraisse étrange à qui que ce soit. Il la suivait des yeux lorsqu'elle passait dans un couloir, écoutait sans intervenir lorsqu'elle parlait avec Léo, notait intérieurement ses réponses, ses attitudes, ses silences. Il n'avait pas prévu de lui parler. Il n'avait pas de plan, aucune idée précise de ce qu'il voulait lui dire. Mais l'envie de la connaître, vraiment, grandissait en lui. Pas comme on interroge un dossier ou une biographie, mais comme on découvre une pièce restée fermée trop longtemps dans une maison qu'on croyait connaître par cœur. En fin d'après-midi, alors que Léo jouait dans le jardin, François trouva Jeanne dans la bibliothèque, en train de replacer des livres sur les étagères. Elle ne sursauta pas en le voyant entrer. Elle se redressa simplement, droite, main posée sur un ouvrage relié de cuir, le regard calme, comme si elle savait que ce moment viendrait tôt ou tard. « Vous avez une minute ?» demanda-t-il, la voix posée. « Bien sûr, monsieur Duret, » répondit-elle. « Appelez-moi François. » Elle hocha lentement la tête sans protester et s'installa dans l'un des fauteuils en velours vert qui encadraient une petite table basse. Il prit place en face d'elle, s'accordant une seconde pour choisir ses mots. « Je sais que ce que je vais dire va peut-être vous sembler intrusif, mais j'aimerais mieux vous connaître. » Jeanne ne réagit pas immédiatement. Elle le regardait, attentive, sans crainte, mais sans complaisance non plus. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle simplement. Cette question, posée sans accusation, contenait toute la logique qu'il n'avait pas encore réussi à formuler. « Parce que je me rends compte que je vis depuis 3 ans à côté de quelqu'un que je n'ai jamais vraiment pris le temps d'écouter, et que mon fils vous voit d'une manière que je ne comprends pas encore tout à fait, mais qui mérite que je m'y intéresse. » Jeanne détourna brièvement les yeux, comme si la sincérité de ses mots la déstabilisait un peu. Puis elle reprit « Je suis là pour faire mon travail, François, pas pour devenir un sujet d'étude. Ce n'est pas comme ça que je le vois. J'ai compris il y a peu que votre présence dans cette maison était bien plus importante que je ne le réalisais. Et pas seulement pour Léo, pour moi aussi, sans doute. » Un silence confortable s'installa. Pour la première fois depuis longtemps, François n'avait pas besoin de contrôler la conversation. Il n'avait pas besoin de séduire, d'impressionner, de prouver quoi que ce soit. Il écoutait. Jeanne reprit la parole d'une voix calme. « J'étais institutrice, vous savez ça, non ?» François acquiesça sans mentir. « Oui, je l'ai appris. J'adorais ce métier. Mais la vie n'est pas toujours à la hauteur de nos efforts. Mon mari n'était pas violent, ni cruel. Juste, instable. Promesses, projets, échecs, recommencements. Toujours ailleurs. Jamais vraiment là. Et moi, je me suis retrouvé à porter tout le poids. Alors j'ai décidé d'arrêter de vouloir tout reconstruire à 2. J'ai choisi un travail stable, une maison calme, une routine fiable. » Elle parlait sans aigreur, sans se plaindre. Elle racontait son histoire comme on relate un parcours de randonnée. Il y avait des montées, des crevasses, des détours, mais surtout des décisions prises pour survivre. « Et Léo ?» demanda François. « Léo est un enfant lumineux. Il comprend les silences.
Il ne pose pas trop de questions, mais il voit tout. Il m'a adopté comme une figure de confiance sans que je le cherche. J'ai fait attention à lui, c'est tout, avec respect et constance. François sentit une chaleur nouvelle en l'écoutant. Ce n'était pas de l'émotion brute, ni une attirance impulsive. C'était plus profond. Il réalisait à quel point Jeanne avait été un point fixe dans un monde qu'il passait son temps à fuir ou à contrôler. Elle ne cherchait pas à être vue. Elle était simplement là, solide, douce, entière. « Et vous » demanda-t-elle soudain. « Qu'est-ce que vous cherchez vraiment, François ?» Il resta silencieux un instant. La question le prit au dépourvu. Il avait passé sa vie à tout organiser, ses affaires, son image, l'avenir de son fils. Mais il n'avait jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'il désirait profondément, au-delà des plans, des objectifs, des succès. Il se passa une main dans les cheveux, puis répondit presque à voix basse « Je crois que je ne sais plus, j'ai perdu Élise si vite. J'ai voulu transformer cette maison en sanctuaire pour Léo, mais je me suis enfermé moi-même dans ce sanctuaire. J'ai oublié ce que c'est que parler sans but, écouter sans attendre, regarder quelqu'un sans attendre une réponse calculée. » Jeanne le fixait. Pas de pitié dans son regard, pas de jugement. Juste une compréhension silencieuse. Elle n'avait pas besoin de répondre. Elle savait qu'il disait la vérité. Il n'y avait rien à guérir, rien à précipiter. Il fallait juste laisser ces mots exister. « Merci de me parler ainsi », dit-elle simplement. Il esquissa un sourire, rare, sincère. « Merci de m'écouter. » Ils restèrent là quelques minutes, sans parler, regardant la lumière grise filtrer à travers les vitres. Deux adultes brisés à leur manière, réunis par le regard d'un enfant. Aucun avenir n'était encore décidé. Aucun geste déplacé n'avait été tenté. Mais cette conversation avait tout changé. Elle avait déplacé les fondations invisibles de ce manoir silencieux. Et dans le calme de cette fin de journée, pour la première fois depuis longtemps, François sentit que quelque chose de vrai commençait peut-être à naître. Ce fut Léo qui provoqua, sans le vouloir, le moment qui allait bouleverser une fois de plus l'équilibre encore fragile installé dans la maison. Ce soir-là, tout semblait suivre le cours habituel. Jeanne avait préparé le dîner comme à son habitude, simple, équilibré, avec l'attention aux détails qui la caractérisaient. Léo avait mis la table, comme François lui avait appris à le faire. Les deux s'étaient installés dans la salle à manger, alors que Jeanne s'apprêtait à regagner la cuisine après avoir servi les assiettes. Mais alors qu'elle tournait les talons, Léo leva les yeux de son assiette, fixa son père un instant puis lança d'un ton tranquille « Est-ce que Jeanne peut manger avec nous aujourd'hui ?» Il n'y avait dans sa voix ni caprice ni insistance, juste une sincère envie de partager ce moment avec celle qui, jour après jour, représentait une figure rassurante dans son monde d'enfant. François leva les yeux vers Jeanne, qui s'était déjà arrêtée. Elle était restée figée, une serviette dans la main, surprise par la demande mais sans savoir comment y répondre. « Léo, Jeanne a sûrement des choses à faire, » tenta François, plus par automatisme que par réelle objection. Mais l'enfant insista doucement. « Elle mange toujours toute seule dans la cuisine. C'est plus triste, non ? Ce n'est pas juste. » François hésita une seconde. Il n'y avait rien de choquant à ce qu'un membre du personnel mange séparément. C'était la règle implicite de toute grande maison bourgeoise. Mais là, face à cette demande, à l'innocence sans calcul de Léo, ses codes lui semblèrent soudain obsolètes. Qu'il regarda Jeanne et dit, d'un ton moins protocolaire que d'habitude, « Si tu veux bien rester avec nous ce soir. » Elle observa François quelques secondes, sans émotion affichée, puis acquiesça d'un simple mouvement de tête. Elle posa la serviette, s'assit lentement sur la chaise vide en face de Léo et prit ses couverts avec une discrétion mesurée. Le silence qui suivit fut bref mais chargé. C'était un geste anodin en apparence, mais dans l'univers codifié du manoir, cela revenait à faire sauter une cloison invisible. Et pourtant, le dîner qui s'ensuivit fut le plus naturel que François ait connu depuis longtemps. Léo racontait sa journée, posait des questions sur les plantes du jardin, faisait des blagues qu'il était le seul à vraiment comprendre, mais que Jeanne écoutait avec une patience attendrie. François, d'abord en retrait, se laissa peu à peu entraîner par la légèreté de l'instant. Il ne jouait pas un rôle. Il n'était pas l'héritier d'un empire hôtelier, ni le veuf figé dans ses souvenirs. Il était simplement un père, un homme, à table avec son fils et une femme qui, de plus en plus, prenait une place centrale dans leur quotidien. Jeanne, de son côté, ne cherchait pas à impressionner. Elle répondait avec simplicité, riait doucement aux remarques de Léo,
échangeait des regards discrets avec François. Rien n'était prémédité. Tout semblait couler de source. Elle n'était plus la gouvernante silencieuse. Elle était une présence réelle, intégrée dans un moment d'intimité partagée. À un moment, Léo, tout fier, s'exclama « C'est le meilleur dîner depuis longtemps, même si c'est les mêmes pâtes que d'habitude. » Ils rirent tous les trois. Pas fort, pas bruyamment, mais avec une sincérité rare. Ce fut un de ces rires qu'on ne fabrique pas, qu'on ne cherche pas, et qui, justement pour cela, devient précieux. Pour François, ce simple moment fut une révélation. Il comprit à quel point il avait tout tenté pour organiser sa vie autour de critères extérieurs, de choix rationnels, de décisions idéales. Et pourtant, c'était dans cet instant totalement improvisé qu'il retrouvait une sensation qu'il croyait disparue depuis la mort d'Élise, celle d'être bien, simplement bien, dans un moment vrai. Lorsque le dîner se termina, Jeanne se leva doucement pour débarrasser, mais François l'arrêta. « Laisse, on peut s'en occuper plus tard. » Elle le regarda brièvement, puis hocha la tête. Léo monta se préparer pour dormir, et Jeanne quitta la pièce, après lui avoir souhaité une bonne nuit. François resta seul quelques instants dans la salle à manger, face aux assiettes vides, au silence revenu. Il sentit quelque chose de neuf en lui, pas une passion soudaine, pas une attirance incontrôlable, mais un apaisement, un désir de comprendre davantage cette femme qui, sans forcer, était en train de modifier sa perception du monde. Il repensa au dîner avec les 6 femmes quelques jours plus tôt. Le contraste était saisissant. Là-bas, tout était apparence, démonstration, attente. Ce soir, il n'y avait eu que de la simplicité, de l'écoute, de l'échange. Il n'avait pas eu besoin de faire semblant, ni de masquer ses failles. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, Léo avait ri d'un rire entier, sans réserve. Cette nuit-là, en allant se coucher, François croisa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Il y vit un homme fatigué, certes, mais moins seul. Et cela tenait à peu de choses. Un dîner inattendu, une chaise remplie, une conversation simple. Une femme qu'il croyait connaître, mais qu'il ne faisait que commencer à découvrir. Rien n'était encore dit, rien n'était décidé. Mais une graine avait germé, discrète, silencieuse, comme Jeanne, mais bien réelle. La rumeur ne mit pas longtemps à sortir des murs du manoir. Dans les cercles fermés de la haute société parisienne, rien ne reste jamais vraiment privé, même quand on pense avoir tout verrouillé. Il suffisait qu'un traiteur parle un peu trop à un fournisseur, qu'une assistante évoque une information anodine à une relation, qu'une invitée déçue laisse échapper une remarque acide lors d'un cocktail, pour que les murmures deviennent certitude. Et bientôt, les journaux à scandale, toujours à l'affût de la moindre brèche dans la façade des puissants, commencèrent à publier des insinuations de plus en plus précises. François Duret, l'homme le plus convoité de Paris, aurait écarté toutes les prétendantes lors d'un dîner sélect et passerait désormais ses soirées en compagnie d'une simple employée domestique. Les articles, à peine déguisés sous une couche de supposée admiration pour l'homme de principe, laissaient entendre que la gouvernante de la maison, une certaine Jeanne Lefebvre, aurait charmé le veuf le plus en vue de la capitale. Certains tabloïds allaient jusqu'à publier des spéculations grotesques, des portraits inventés, des suppositions sur son passé, tandis que d'autres faisaient mine de s'interroger sur la possible stratégie derrière sa présence discrète dans l'entourage de François. Les commentaires affluent sur les réseaux, mélange d'admiration pour l'inattendu et de moquerie sur le choix de descendre d'un piédestal. Dans les premiers jours, François tenta de faire abstraction. Il avait toujours ignoré les ragots, même dans les périodes les plus sensibles de sa vie. Il savait que toute attention publique est un monstre affamé, toujours à la recherche de sa prochaine proie. Mais cette fois, ce n'était pas une attaque contre lui uniquement. C'était Jeanne qu'on mettait en lumière sans son consentement, sans qu'elle ait rien demandé. Et cela le rendait furieux. Elle, qui ne cherchait ni reconnaissance ni projecteur, se retrouvait exposée aux moqueries, aux regards condescendants, aux jugements faciles. Et il en était responsable, même indirectement. Les premières conséquences ne tardèrent pas à se manifester. Un ami de longue date, Charles Meunier, directeur d'un groupe bancaire partenaire des hôtels Duret, lui fit une remarque lors d'un déjeuner privé. « François, je ne veux pas me mêler de ta vie personnelle, mais cette histoire, cela commence à faire jaser dans les sphères que tu connais, et tu sais comment fonctionne ce monde. La perception vaut plus que la vérité. » François serra les mâchoires,
mais garda son calme. Il savait ce que Charles voulait dire. Dans le monde des grandes fortunes, tout choix personnel devient un message public. Et certains investisseurs, certains alliés, voyaient dans sa proximité avec Jeanne une perte de stature, un affaiblissement symbolique. Tu veux dire que fréquenter une femme honnête, qui élève mon fils avec dignité, serait un risque d'image? Charles soupira. Je dis juste que tu marches sur une ligne fine. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi. Dans les jours qui suivirent, François nota d'autres signaux. Une invitation retirée d'un gala de charité qu'il sponsorisait depuis des années, des regards appuyés lors de réunions, des échanges plus distants avec certains partenaires. Rien de frontal. Juste cette pression sociale silencieuse, mais tenace, celle qui pousse les puissants à rester dans les limites invisibles du rôle qu'on attend d'eux. Mais le plus difficile à supporter fut la réaction de Jeanne. Discrète comme toujours, elle ne dit rien au début. Elle continua son travail avec la même efficacité, la même douceur, la même rigueur, mais elle évitait les échanges personnels, fuyait les regards de François, restait absente des moments qu'elle partageait auparavant avec Léo. Ce n'était pas un rejet brutal, mais une mise à distance progressive, presque imperceptible mais constante, comme si elle avait décidé qu'il valait mieux s'effacer avant de devenir un problème. Un soir, alors que Léo dessinait dans le salon, François tenta d'aborder le sujet. « Jeanne, est-ce que tu peux rester un moment? J'aimerais te parler. » Elle s'arrêta, le regarda un instant, puis s'assit sur le bord du fauteuil, droite, presque rigide. « J'ai vu les journaux, » dit-elle sans détour. François acquiesça. « Je suis désolé, je n'ai rien fait pour alimenter ça. »« Je sais, » répondit-elle, « ce n'est pas de ta faute, mais tu dois comprendre une chose, François, je n'ai pas choisi cette vie. Je suis ici parce que je fuyais ce genre de lumière, et me voilà de nouveau exposé, sans l'avoir voulu, sans avoir rien demandé. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Les gens se lasseront. Non, ils ne se lasseront pas, parce que tu es François Duret. Tout ce que tu fais est observé, interprété, scruté, et moi je ne suis personne. Je suis juste une femme qui voulait de la tranquillité. Et à cause d'un dîner, d'un mot de ton fils, tout a basculé. » Elle parlait avec calme, mais chaque mot était une lame. François sentit une forme d'impuissance qu'il détestait. Il voulait la protéger, la défendre contre le monde, contre les rumeurs, contre les jugements. Mais il comprenait aussi qu'il ne pouvait pas changer la nature de ce monde du jour au lendemain. Léo, qui écoutait sans vraiment comprendre les détails, s'approcha timidement. « Tu ne vas pas partir, hein, Jeanne ?» Elle se baissa à sa hauteur, lui caressa la joue avec une tendresse infinie. « Je suis encore là, Léo. » Mais François, lui, comprit que quelque chose était en train de se rompre, que malgré les moments partagés, malgré l'évidence de leur lien grandissant, Jeanne s'éloignait. Par protection, par lucidité, parce qu'elle savait que le monde de François ne lui laisserait jamais vraiment sa place, qu'on ne la laisserait jamais être simplement elle-même, sans la réduire à une fonction, à un rôle secondaire, à une curiosité. Et pour la première fois, Léo, avec la spontanéité de son âge, posa la question que François n'osait formuler. « Papa, pourquoi tu t'éloignes d'elle si elle nous fait du bien ?» François ne répondit pas, parce qu'il n'avait pas de réponse. Seulement un poids, celui d'un système qui juge, écarte et détruit tout ce qui ne rentre pas dans ses cadres, et l'impression amère que peut-être il était en train de laisser filer la seule chose vraie qu'il ait eue depuis longtemps. Le manoir était silencieux ce matin-là, mais ce n'était pas le silence apaisant des jours ordinaires. C'était un vide pesant, un calme étrange qui ne ressemblait pas au matin d'habitude, où Jeanne circulait dans la maison avec son pas mesuré, ses gestes précis et sa présence discrète mais rassurante. Ce jour-là, il manquait quelque chose, et cette absence était ressentie dans chaque pièce, dans chaque recoin du vaste domaine. Léo s'était réveillé plus tôt que d'habitude. Il avait descendu les escaliers pieds nus et s'était figé en arrivant dans la cuisine. La bouilloire n'était pas chaude, la table n'était pas dressée, les rideaux n'avaient pas été ouverts. Il appela doucement, une fois, deux fois, mais personne ne répondit. François descendit peu après, fatigué, le visage marqué. Il avait mal dormi, hanté par les mots de Jeanne la veille, par la distance qu'elle avait mise entre eux, par la peur de ce qu'il avait déclenché sans le vouloir. En entrant dans la cuisine, il comprit immédiatement. Elle n'était plus là. Pas seulement absente, mais partie. Il y avait un vide précis, une absence intentionnelle. Les objets avaient été rangés avec soin. Rien n'était laissé au hasard, mais son énergie avait disparu. Il le sentit avant même de parler.
Il se rendit dans le bureau, espérant y trouver un mot, une explication. Rien. Puis dans la buanderie, la petite chambre attenante qu'elle occupait lorsqu'elle restait sur place, vide aussi, parfaitement propre, comme si personne n'y avait jamais dormi. Ses affaires avaient disparu. Elle était partie sans bruit, sans drame, fidèle à sa manière d'être, effacée, digne, entière. Mais ce n'était pas une disparition complète. En entrant dans la chambre de Léo, François trouva sur le bureau un dessin. Un simple dessin d'enfant colorié à la main, représentant 3 personnes. Un homme, un petit garçon et une femme aux cheveux bruns, se tenant par la main dans un jardin. En dessous, une phrase maladroitement écrite « Ma famille ». Et collé au verso du papier, un mot de Jeanne court, tracé avec la même écriture soignée que sur les carnets de commande. « Cher Léo, je n'oublierai jamais tes sourires, tes histoires, tes dessins et ta gentillesse. Tu es un garçon exceptionnel. Reste toujours sincère. Tu m'as appris beaucoup. Merci. Jeanne. » François s'assit sur le lit de son fils, le dessin entre les mains. Il ne lut pas le message une seconde fois. Il n'en avait pas besoin. Il ferma les yeux. Il sentit la douleur l'envahir sans prévenir, un nœud à la gorge, une brûlure familière. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas laissé aller à pleurer. Pas depuis les funérailles d'Élise. Pas depuis qu'il avait pris la décision de ne plus rien laisser transparaître. Mais là, avec ce simple bout de papier dans les mains, il craqua. Pas bruyamment, pas théâtralement. Les larmes coulèrent lentement, sans colère, sans défense. Une tristesse pure, nue, celle qu'on ressent quand on perd quelque chose qu'on n'avait même pas réalisé qu'on possédait. Il se rendit compte qu'il avait passé des jours à essayer de comprendre ce qu'il ressentait, à équilibrer les apparences, à écouter les avis des autres, à peser les conséquences. Mais il avait oublié l'essentiel, ce qu'il voulait vraiment. Pas ce que les investisseurs attendaient, pas ce que la presse spéculait, pas ce que les cercles mondains estimaient approprié. Lui, son fils, leur bonheur. Et ce bonheur-là s'était glissé dans les interstices de leur quotidien, silencieusement, patiemment, avec des repas chauds, des histoires du soir, des dessins affichés sur le frigo. Ce bonheur avait un nom, Jeanne. Il releva les yeux vers Léo qui l'observait en silence. Le garçon n'avait pas pleuré. Il semblait calme, mais son visage exprimait une maturité soudaine. « Elle est partie », dit-il simplement. « Oui », confirma François. « Tu vas la faire revenir. » François ne sut que répondre. Ce n'était pas une question anodine, c'était un verdict. Léo lui disait sans détour qu'il tenait à elle, qu'il la considérait comme faisant partie de sa vie et qu'il attendait de son père qu'il répare ce qui avait été cassé. « Je vais essayer », dit-il enfin. Ce jour-là, il ne se rendit pas à son bureau. Il n'ouvrit aucun dossier, ne répondit à aucun appel. Il donna des consignes claires, pas de visiteurs, pas de journalistes, pas de réunion. Il confia Léo à la gouvernante remplaçante, que l'agence leur avait envoyée en urgence, une femme efficace mais froide, et quitta le manoir sans prévenir personne. Il n'avait aucune certitude, aucun plan précis. Il savait juste une chose. Il ne pouvait pas rester immobile. Il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Il avait laissé Jeanne partir une fois, et il ne pouvait pas faire cette erreur une seconde fois. Il monta dans sa voiture, prit la direction du centre-ville, s'arrêta à l'école où elle avait enseigné, chercha des anciens collègues, des directeurs. Il demanda sans honte, expliquant qu'il cherchait simplement à la retrouver. Il n'essayait pas de la forcer, de la convaincre. Il voulait juste lui parler, lui dire ce qu'il n'avait pas su dire à temps. Ce fut un ancien concierge qui lui parla d'une petite ville en bord de Loire, là où elle aurait grandi, là où elle avait passé quelques mois après son divorce. Il n'attendit pas. Il programma l'adresse approximative sur son GPS et prit la route sans réfléchir. Il roula pendant des heures, sans musique, sans distraction, seul avec ses pensées. Il se revoyait à différents moments, en train de signer des contrats sans émotion, de sourire à des dîners sans joie, de lire des histoires à Léo avec l'esprit ailleurs. Et à travers tout cela, il voyait Jeanne, ses gestes simples, sa manière d'exister sans bruit, de donner sans attendre. En arrivant dans la petite ville, il demanda à plusieurs personnes, une fleuriste, un pharmacien, une dame âgée sur un banc. Tous semblèrent la connaître de loin, sans détail. Finalement, une aide-soignante d'un petit centre médical local lui parla d'une maison à la sortie de la ville, une petite bâtisse blanche avec des volets verts où une certaine Jeanne Lefebvre aurait été aperçue récemment.
Lorsqu'il s'arrêta devant la maison, son cœur battait fort. Il descendit, ajusta sa veste, hésita une seconde. Il n'avait rien préparé. Pas de discours, pas d'argument. Juste une vérité nue, simple, qu'il n'avait pas su dire plus tôt. Il s'approcha lentement de la porte et frappa. Une fois, deux fois. Puis il attendit. Le vent soufflait doucement à travers les champs qui bordèrent la petite ville. Un calme rural enveloppait l'endroit, si différent du tumulte parisien que François avait laissé derrière lui. Il était debout devant la porte de cette maison simple aux volets verts, la main encore en suspens après avoir frappé. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Une voix, un signe, un refus, tout, sauf ce silence. Il patienta quelques instants, mais personne ne vint. Peut-être n'était-elle pas là. Peut-être avait-elle choisi un autre lieu pour disparaître. Ou peut-être l'avait-elle déjà vue depuis la fenêtre et avait décidé de ne pas répondre. Il recula, fit quelques pas, tourna autour de la maison, espérant apercevoir un indice, une lumière allumée, un mouvement derrière un rideau. Rien. Il retourna à sa voiture, s'y assit sans démarrer, et resta là les deux mains sur le volant, les yeux perdus dans le vide. La fatigue du trajet, l'intensité des émotions accumulées ces derniers jours, l'incertitude de ce moment, tout s'entremêlait dans sa poitrine. Il inspira profondément, puis sortit à nouveau. Il traversa la rue, s'adressa à une voisine âgée qui arrosait ses plantes sur le pas de sa porte. « Excusez-moi, madame, je cherche Jeanne Lefebvre. On m'a dit qu'elle pourrait habiter ici. » La femme leva les yeux, l'observa quelques secondes avec un air à la fois méfiant et curieux. « Jeanne ? Oui, elle est là, mais elle ne reçoit pas de visiteurs. Elle m'a bien dit qu'elle ne voulait voir personne pour l'instant. Je comprends, mais c'est important. Je viens de Paris, c'est personnel. Je ne suis pas là pour lui faire du mal. » La vieille dame le détailla un moment, comme si elle cherchait à lire au-delà de ses paroles. Puis elle hocha doucement la tête. « Attendez ici, je vais lui parler. » Elle disparut à l'intérieur. François attendit, debout, immobile, face à la maison. 1 minute, 2, 3. Il entendit des pas derrière la porte, des voix étouffées. Puis elle s'ouvrit. Jeanne était là. Elle portait un pull simple, les cheveux attachés en arrière, sans maquillage, le visage nu, mais à ses yeux, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle ne souriait pas. Elle ne s'avança pas non plus. Elle resta sur le seuil, droite, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sans agressivité, mais sans chaleur. Il hésita une seconde, puis avança d'un pas, les mains vides. « Je suis venu te parler, pour dire ce que je n'ai pas eu le courage de dire quand il était encore temps. Et tu crois qu'il est encore temps? Je ne sais pas, mais je ne pouvais pas rester là, à faire semblant que tout allait bien. Je ne pouvais pas te laisser partir sans essayer. » Elle ne répondit pas. Il sentit qu'elle attendait davantage. Alors il reprit, plus doucement, plus lentement. « Quand tu es parti, quelque chose s'est brisé dans la maison, pas seulement une routine, quelque chose de plus profond. Léo l'a senti immédiatement. Moi aussi. Tu n'étais pas simplement une présence rassurante. Tu étais devenu essentiel. Et pas par hasard. » Elle détourna brièvement le regard. Ses mains étaient crispées contre ses bras. Il poursuivit, plus sûr de lui. « Je n'ai jamais voulu te mettre en difficulté. Tout ce que je voulais, au départ, c'était rétablir un équilibre pour Léo. Mais je me suis rendu compte que tu avais fait bien plus que ça. Tu nous as offert une stabilité, une vérité, une tendresse qu'aucune des femmes que j'ai invitées à ce fameux dîner n'a été capable d'approcher. Et moi, je n'ai rien vu. Ou plutôt, je n'ai pas voulu voir, parce que tu étais occupé à choisir, » répondit-elle enfin, le regard fixe, comme s'il suffisait de sélectionner une personne pour remplir un vide. « Oui, et je me suis trompé. J'ai traité ma vie comme un projet à gérer, comme une entreprise à optimiser. J'ai oublié que les êtres humains ne se choisissent pas sur catalogue. Léo, lui, a compris tout de suite. Il a vu ce que moi, je refusais de voir. Il t'a choisi, sans condition, sans calcul. » Elle croisa son regard. Son expression restait dure, mais ses yeux étaient brillants. Il savait qu'il devait aller plus loin. « Je ne suis pas venu pour te supplier de revenir, ni pour t'imposer quoi que ce soit. Je suis venu parce que je t'estime, parce que j'admire ton courage, ta manière d'être, ta force tranquille, parce que tu m'as appris, sans même le vouloir, ce que c'est que d'aimer sans contrôle, sans attente. Et si tu veux que je parte maintenant, je partirai. » Mais je ne voulais pas rester silencieux. Un long silence suivit. Elle le regardait toujours, sans bouger. Puis elle parla, sa voix légèrement brisée. «
Tu ne peux pas comprendre à quel point c'était difficile de partir. Je n'ai jamais voulu blesser Léo, et encore moins toi. Mais je ne pouvais pas rester dans un endroit où je devenais un sujet de débat, de spéculation. Je suis parti parce que je ne voulais pas qu'on m'utilise pour me rabaisser. Et je ne voulais pas que tu sois obligé de me défendre. Je ne suis pas un problème à gérer. Je ne t'ai jamais vu comme un problème, Jeanne. J'ai été lâche, c'est vrai. Je n'ai pas su te protéger. Je me suis tue quand il fallait parler. Et je l'assume. Mais je suis ici maintenant. Sans escorte, sans costume. Juste moi. Elle resta silencieuse un instant, puis souffla. « Tu sais ce qui me ferait vraiment peur, François? Ce n'est pas la presse, ce ne sont pas les gens. C'est que tu crois m'aimer maintenant, parce que je suis parti. Parce que j'ai refusé de rester à ma place. » Il hocha lentement la tête. « Alors laisse-moi te prouver que ce n'est pas le cas. Pas avec des mots, mais avec des actes. Je ne te demande rien. Je ne te propose rien. Je veux juste apprendre à te connaître pour de vrai. Sans barrière, sans titre, sans rôle. Comme deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. » Elle le fixa longuement. Puis, lentement, elle recula d'un pas, laissant la porte ouverte. Rien n'était dit, rien n'était promis. Mais elle avait ouvert, et c'était déjà une réponse. La maison de Jeanne était modeste mais accueillante. François entra sans un mot de plus, respectant le silence dense qui flottait dans l'air. Il referma la porte doucement derrière lui. À l'intérieur, tout était simple, rangé, fonctionnel. Un canapé en tissu gris, une étagère remplie de livres usés, une petite table ronde recouverte d'une nappe fleurie. Rien ne trahissait un quelconque luxe, et pourtant tout respirait la chaleur d'un lieu vécu, un endroit où chaque objet semblait avoir été choisi, non pas pour impressionner, mais pour servir. Il observa ce décor avec une sorte de respect, comme on entre dans un espace sacré. Un lieu où l'authenticité ne se montrait pas mais se ressentait. Jeanne lui fit signe de s'asseoir. Elle se dirigea vers la cuisine attenante, fit chauffer de l'eau, sortit 2 tasses. Elle agissait comme si elle accueillait un voisin. Pas l'homme dont le nom faisait la une de la presse nationale. François, lui, ne disait rien. Il attendait qu'elle mène le rythme, qu'elle décide du tempo de ce moment. Il savait que s'il allait trop vite, il ruinerait ce qu'il venait à peine de retrouver. Elle revint avec les tasses, les posa sur la table sans cérémonie, puis s'installa en face de lui. « Tu ne m'as pas demandé de revenir avec toi », constata-t-elle. « Non, parce que je ne veux pas que tu reviennes en tant que gouvernante. Je ne veux pas que tu reprennes un rôle dans une maison bien huilée. Je veux te connaître, toi. Pas ce que tu fais pour moi ou pour Léo. Toi, Jeanne. » Elle le regarda longuement, comme si elle tentait de discerner où s'arrêtait la sincérité et où commençait l'illusion. François soutint son regard sans détour. Il n'avait plus rien à prouver. Il était là, dans ce salon modeste, avec la certitude que ce moment, aussi fragile soit-il, était plus réel que tout ce qu'il avait vécu depuis des années. « C'est difficile de te croire, » dit-elle enfin. « Pas parce que je pense que tu mens, mais parce que j'ai appris à ne plus attendre ce genre de choses. Je comprends, et je ne suis pas là pour te convaincre. Je veux seulement qu'on reprenne depuis le début, comme 2 personnes normales, qui prennent un café, qui parlent, qui se racontent. Sans obligation, sans attente, juste ça. » Jeanne prit une gorgée de thé, baissa les yeux un instant. Elle était émue, il le voyait, mais elle luttait pour rester maîtresse de ses émotions. Il respectait cette retenue. C'était ce qui faisait sa force, cette capacité à ne pas céder, à ne pas se jeter dans l'excès. Elle vivait avec mesure, avec équilibre, avec ce sens de la dignité qu'il avait toujours distingué. « Et Léo ?» demanda-t-elle après un moment. « Il t'attend. Il croit que je vais te faire revenir, que je vais réparer mon erreur. Il n'a pas dit « si », il a dit « quand ». Un léger sourire passa sur le visage de Jeanne. Elle détourna le regard pour masquer l'émotion, puis reprit « Il est incroyable, ton fils. Il a cette capacité de voir les choses au-delà des apparences. Ce n'est pas un enfant facile, mais il est vrai, entier. Il m'a rappelé ce que c'est que d'être vu pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on représente. » « Il tient ça de sa mère, » dit François. Un silence s'installa, mais il n'était pas lourd. Il était nécessaire. Puis Jeanne reprit, plus doucement, « Tu veux qu'on commence quelque chose ?»« Non, je veux qu'on recommence quelque chose, mais en mieux, en vrai. Pas toi comme employé, moi comme patron. Pas de rôle, pas de masque. Je veux passer du temps avec toi, te découvrir, te respecter, te choisir. Pas comme on choisit une femme dans un catalogue, mais comme on choisit une direction. En conscience. » Elle l'observa longuement.
Il savait qu'elle pesait chaque mot, chaque intention. Ce qu'elle déciderait maintenant ne dépendait pas de ce qu'il disait, mais de ce qu'il était prêt à prouver dans les actes. Et cela, il l'acceptait pleinement. Tu sais ce que ça implique, François? Être avec toi, c'est accepter d'être exposé, observé, jugé. Je ne suis pas faite pour ça. J'ai choisi cette vie parce qu'elle me permettait de respirer sans rendre de compte. Je ne veux pas que tu entres dans mon monde, répondit-il. Je veux qu'on en construise un nouveau, le nôtre, loin des regards, loin des jugements, avec Léo, avec toi, avec moi. Juste ça, un endroit où on est libre d'être vrai. Elle resta silencieuse encore quelques secondes, puis se leva. Elle fit quelques pas dans la pièce, passa devant la fenêtre, observa le paysage. Quand elle se retourna, son regard avait changé. Il n'était plus dans la méfiance, ni dans la fuite. Il y avait de la lumière, une ouverture, une forme de paix nouvelle. « D'accord, dit-elle, mais à une condition. Dis-moi, pas de promesses, pas de projection. On commence, et on voit. » Je n'en attendais pas plus. Ils restèrent là encore un moment, puis Jeanne proposa d'aller marcher un peu. Ils sortirent ensemble sans se tenir la main, sans se frôler. Mais leurs pas étaient synchrones, leur silence complice. Ils n'étaient plus deux inconnus liés par un enfant et un deuil. Ils devenaient deux adultes libres, qui acceptaient de recommencer sans bruit, sans spectacle, sans précipitation. Et tandis qu'ils s'éloignaient sur le petit chemin bordé d'arbres, François comprit qu'il n'avait pas besoin de déclaration, ni de certitude. Il avait seulement besoin de ce pas à pas avec Jeanne à ses côtés, parce que parfois la décision la plus importante n'est pas de changer le monde, mais d'en choisir un nouveau, ensemble, et de le construire à deux. Lorsque Jeanne accepta de revenir, ce ne fut ni avec fracas ni avec fanfare. Il n'y eut pas d'annonce officielle, pas de déclaration publique, pas même de discussion prolongée sur les modalités. Elle rentra comme elle était partie, avec discrétion, mesure et fermeté. Elle avait laissé derrière elle le rôle de gouvernante, mais pas ce qu'elle était profondément. Elle n'avait pas changé de personnalité, ni modifié sa façon d'être. Elle avait simplement pris une décision qui n'appartenait qu'à elle, celle de revenir dans la maison Duret, mais non plus comme employée, comme soutien silencieux de l'organisation familiale, mais comme femme libre, respectée, présente. La réaction de Léo fut immédiate. Le jour où il la vit passer la porte d'entrée, ses yeux s'illuminèrent, son sourire éclata sans retenue, et il courut vers elle comme si des mois s'étaient écoulés, alors qu'il ne s'agissait que de quelques jours. Il la serra dans ses bras sans demander pourquoi elle était partie, ni comment elle était revenue. Pour lui, l'essentiel était là. Elle était de nouveau présente. Elle avait repris sa place dans sa vie, non pas celle que les adultes définissent avec des titres, mais celle que les enfants reconnaissent instinctivement comme vitale. Il ne la quitta pas des yeux durant toute la première journée, l'observant avec cette attention silencieuse et aimante propre aux enfants qui savent plus qu'ils ne disent. François, de son côté, décida de ne rien précipiter. Il ne changea rien à la routine quotidienne dans un premier temps. Jeanne dormit dans une chambre d'amis, choisie par elle. Il ne força aucune intimité, ne provoqua aucune situation ambiguë. Il voulait que les choses se fassent naturellement, dans le respect du rythme de chacun. Leur relation, bien qu'évidente dans sa naissance, était encore fragile dans ses contours. Ils prenaient soin l'un de l'autre avec cette précaution que l'on accorde aux choses rares et précieuses. Le changement le plus marquant fut l'atmosphère de la maison. Quelque chose d'invisible s'était déplacé. L'énergie n'était plus la même. Il y avait plus de silence partagé, plus de regards complices, plus de gestes quotidiens qui portaient un autre sens. Jeanne ne servait plus les repas. Elle les préparait en compagnie de François et de Léo, et ils les partageaient comme une famille. Il n'y avait plus de hiérarchie dans les tâches, plus de lignes séparant les fonctions. François, autrefois distant des activités domestiques, se surprit à vouloir cuisiner, à couper les légumes, à apprendre les recettes préférées de Léo sous le regard amusé de Jeanne. Les soirs prirent une saveur nouvelle. Après le dîner, ils restaient souvent ensemble dans le salon, à lire, à écouter de la musique, à discuter de tout et de rien. Léo dessinait pendant que Jeanne lisait un roman et François parcourait un journal sans réelle attention. Il se sentait détendu, libre, dégagé de l'obligation constante d'être à la hauteur de son nom, de ses entreprises, de son image. Il redevenait un homme ordinaire dans une maison remplie de chaleur.
La presse, au début, tenta de relancer le sujet. Quelques paparazzis apparurent aux abords du domaine, mais rapidement ils comprirent que rien ne filtrerait. François refusa toute interview, ferma la porte à tout commentaire. Il fit installer un nouveau portail plus éloigné de la route et renforça les conditions de confidentialité auprès de son personnel. Mais surtout, il ne céda pas à la tentation de répondre. Le silence fut sa réponse. Un silence qui désarma toute spéculation. Et peu à peu, l'intérêt des médias s'étiola. L'histoire n'était pas croustillante, il n'y avait pas de scandale, pas de drame. Juste une femme revenue dans une maison, un enfant heureux, et un homme plus paisible qu'il ne l'avait jamais été. Jeanne proposa un jour de reprendre son activité professionnelle, pas en tant que gouvernante, ni comme institutrice, mais en créant une petite bibliothèque pour enfants dans l'enceinte du domaine. Une pièce abandonnée fut aménagée, décorée, remplie de livres, de coussins, de tapis, de petits bureaux. Elle y invita les enfants du personnel à venir lire, à participer à des ateliers de dessin, d'écriture. François soutint le projet sans condition, sans chercher à y inscrire son nom ni à en faire une œuvre philanthropique. Il voulait simplement que Jeanne se sente chez elle, dans un espace qu'elle avait créé de ses mains, selon sa vision. La chambre d'amis fut peu à peu délaissée. Un soir tard, alors que Léo dormait depuis longtemps et que la maison était plongée dans le calme, Jeanne entra dans le bureau de François. Il lisait, seul, une lumière tamisée au-dessus de lui. Elle ne dit rien en entrant. Elle s'assit face à lui, le regarda quelques instants, puis lui tendit un petit carnet. À l'intérieur, des notes écrites de sa main, des réflexions, des souvenirs, des envies. Il feuilleta lentement les pages, ému. Elle ne demanda rien. Elle partageait. Il comprit que c'était son langage à elle, un geste plus fort qu'un baiser, plus intime qu'une déclaration. Les jours passaient, semblables et pourtant nouveaux. François redécouvrait la valeur du temps lent. Il n'y avait plus de précipitation, plus de besoin d'impressionner. Il riait plus souvent, parlait avec plus de sincérité, acceptait le silence sans gêne. Jeanne, elle, s'épanouissait à sa manière, discrète mais présente. Elle ne cherchait pas à s'imposer, mais sa seule existence suffisait à apaiser les tensions. Elle n'était pas une présence qui occupait l'espace, mais une lumière douce qui en modifiait la température. Léo dessinait de plus en plus. Ses dessins ornaient maintenant plusieurs murs de la maison. Et dans chacun d'eux, Jeanne était là. Pas en arrière-plan, pas comme un détail, toujours au centre. Il n'avait jamais posé de questions sur la nature exacte de la relation entre son père et elle. Il savait. Les enfants savent, bien avant que les adultes ne se décident à nommer ce qu'ils vivent. Un jour, alors qu'ils rentrèrent d'une promenade dans le parc, François s'arrêta devant le portail, regarda la façade de la maison, puis Jeanne, qui marchait à ses côtés. Il ne dit rien. Mais dans son regard, elle lut une certitude tranquille. Il n'était plus en train de choisir une compagne comme on choisit une pièce rare à exposer. Il reconnaissait enfin celle qui était déjà là depuis le début. Et elle, en retour, acceptait d'entrer dans ce nouvel espace, construit sur l'écoute, la patience et l'affection véritable. Une vie qui, sans bruit, avait commencé à s'écrire à trois. Ce matin-là, la lumière filtrait à travers les grandes fenêtres du salon avec une douceur presque irréelle. Le manoir semblait respirer d'un calme nouveau, d'un équilibre installé. Rien ne clochait, rien ne débordait. Le silence n'était plus vide, mais habité. Une paix discrète flottait dans l'air, celle qu'on atteint non pas après une explosion de bonheur, mais au terme d'un chemin long, fragile, jalonné d'incertitudes et d'hésitations, mais surtout de vérités acceptées. François se tenait debout, près de la grande baie vitrée, une tasse de café à la main, observant le jardin où Léo jouait avec ses feuilles, ses cailloux et ses rêves d'enfant. Il ne disait rien. Il n'en avait pas besoin. Tout, dans cette image, parlait pour lui. Sur la table derrière lui, un nouveau dessin fraîchement accroché remplaçait celui que Jeanne avait laissé en partant des semaines auparavant. Léo l'avait fait la veille, avec des feutres qu'il avait choisis lui-même dans une papeterie du quartier. Cette fois, les traits étaient plus assurés, les couleurs plus affirmées, et les trois personnages qui occupèrent le centre de la feuille se tenaient la main au milieu d'un grand jardin rempli de fleurs. Il y avait François, Léo et Jeanne, dessinés avec une précision d'enfant, mais un symbolisme d'adulte. Au-dessus d'eux, une inscription naïve en lettres capitales, « Notre maison »,
encerclait les personnages. Le dessin était scotché à hauteur d'yeux, bien visible, assumé, pas comme un secret, mais comme une déclaration silencieuse. Jeanne entra dans la pièce sans bruit, comme à son habitude. Elle portait une chemise claire, ses cheveux encore humides. Elle jeta un coup d'œil au dessin, le regarda avec tendresse puis croisa le regard de François. Un simple hochement de tête suffit. Ils se comprenaient maintenant, sans avoir à meubler le silence de mots inutiles. Il ne s'agissait plus de clarifier les rôles, de poser des étiquettes, d'annoncer quoi que ce soit au monde. Ce qui existait entre eux n'avait plus besoin d'être expliqué. Il était là, dans le quotidien partagé, dans les gestes simples, dans la présence constante, dans la confiance restaurée. Le manoir, autrefois scène figée d'un passé douloureux, était devenu un lieu vivant. Il n'avait pas changé d'apparence, mais son énergie avait évolué. Les couloirs n'étaient plus froids, les pièces n'étaient plus figées dans la mémoire d'une vie disparue. Ils étaient pleins de rires, de livres ouverts, de jouets qui traînaient, de tasses laissées sur la table, de couvertures déplacées. Jeanne avait apporté avec elle cette capacité de rendre l'espace habité, sans jamais le dominer. Elle ne s'était pas imposée, elle s'était insérée naturellement, comme si elle avait toujours été là. François, quant à lui, avait changé dans des aspects moins visibles, mais plus profonds. Il n'était plus cet homme tendu, rigide, obsédé par le contrôle. Il prenait le temps. Il riait plus souvent, dormait mieux et passait des heures entières avec Léo sans penser aux appels manqués ou aux dossiers en attente. Sa manière de travailler avait évolué elle aussi. Il avait délesté certaines responsabilités, délégué des fonctions, accepté que son nom, aussi puissant soit-il, ne devait pas tout porter seul. Il comprenait maintenant que la réussite ne se mesure pas uniquement aux chiffres, mais à la qualité de ce qu'on construit, jour après jour, avec les autres. Il avait également appris à protéger ce qu'il aimait sans avoir à l'exposer. Aucun article n'était jamais paru sur Jeanne depuis son retour. Aucun photographe n'avait réussi à capter un instant volé. François avait posé ses limites avec fermeté, sans éclat mais sans fléchir. Et cette discrétion choisie, ce refus d'expliquer, avait protégé leur bulle. Le monde extérieur, habitué au scandale, à l'exhibition, s'était lassé. L'histoire avait été reléguée à une rumeur ancienne, à un chapitre clos. Et tant mieux. Jeanne poursuivait son projet de bibliothèque pour enfants. Elle y consacrait ses après-midi, entourée de petits curieux qu'elle accueillait avec la même patience que lorsqu'elle était institutrice. Léo aimait l'aider parfois, et chaque vendredi, ils organisaient une heure de lecture commune, ouverte aux familles du personnel et aux voisins. C'était devenu un rendez-vous attendu, un moment simple, loin des obligations mondaines. François y assistait parfois, en retrait, silencieux, observant les regards posés sur Jeanne. Il n'y voyait plus de jugement, mais de la reconnaissance. Un soir, alors que Léo dormait, ils se retrouvèrent tous les deux dans le salon. Pas de musique, pas de lumière forte, seulement la flamme vacillante d'une bougie sur la table basse. Jeanne était installée sur le canapé, un livre fermé sur ses genoux. François s'assit à côté d'elle. Ils ne parlèrent pas. Puis, après un long silence, il tourna la tête vers elle et dit simplement « Merci d'être revenu ». Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, posa doucement sa main sur la sienne et souffla « Je ne suis jamais vraiment partie ». Cette phrase, à elle seule, résumait tout. Elle avait fui l'exposition, l'inconfort, le bruit, mais son lien avec eux, avec Léo, avec ce qu'ils formaient à trois, n'avait jamais été rompu. Elle s'était absentée, le temps de retrouver son axe, son espace, sa liberté. Mais dans son cœur, elle n'avait jamais cessé d'appartenir à cette maison, à cette vie en construction. La suite n'était pas écrite. Il n'y avait pas de plan, pas de promesse d'éternité. Seulement une continuité, une volonté partagée d'avancer, d'apprendre, de réparer quand il le fallait, de se choisir chaque jour sans contrainte. Et parfois, c'est tout ce dont une famille a besoin. Des mois plus tard, en accueillant quelques invités dans le salon, François vit l'un d'eux s'arrêter devant le dessin de Léo, celui accroché fièrement dans l'entrée. Il le regarda, interloqué, puis se tourna vers François avec un sourire. « Il est doué, ton fils ». François hocha la tête, le regard fixé sur le dessin. Il voit les choses comme elles sont. Et sans ajouter un mot de plus, il rejoignit Jeanne et Léo sur la terrasse, là où le soleil déclinait doucement, baignant leur petit monde d'une lumière dorée.